de la tourmente de neige glaciale, il émergea, un loup immense, balafré, dont la fourrure gardait les stigmates d'une cruauté ancienne et de sang séché. Il avait été condamné à mort. On l'avait appelé un monstre. Il n'aurait jamais dû survivre. Mais là, dans la campagne profonde et sauvage du Limousin, alors que même les hommes avaient parfois perdu leur humanité, cette bête avait accompli l'impossible. Nul n'avait vu d'où il venait. Nul n'aurait cru qu'il reviendrait pour sauver son ennemi. Mais il se souvenait de l'odeur de la bonté, et il savait ce que signifiait être sauvé. Ce qui se produisit ensuite vous touchera jusqu'aux larmes et vous fera croire en la seconde chance, même pour ceux que tous ont oubliés. L'histoire qui va suivre pourrait bien vous redonner foi en l'incroyable. La nature du Limousin ne pardonne pas la faiblesse, mais elle punit la cruauté avec la même force implacable que le vent du nord arrache les dernières feuilles aux chênes et aux hêtres engourdis par le gel. Ce jour-là, le ciel au-dessus du petit village de Saint-Martin-du-Lac sembla s'effondrer sur la terre, transformant le monde en une toile blanche infinie où l'horizon, la forêt et le temps lui-même avaient disparu. Jean-Pierre Dubois, un vieux chasseur de 60 ans, connaissait cette colère de la nature mieux que quiconque. C'était un homme taillé dans le même granit brut que les rochers qui affleuraient autour d'un lac secret du Massif central. Grand, mais voûté sous le poids des années vécues et des erreurs commises, il ressemblait à un vieux châtaignier dont les racines s'enfonçaient profondément dans le sol gelé. Son visage, labouré de rides profondes, évoquait une carte de la région elle-même, où chaque ligne était un sentier menant soit au salut, soit à la perdition. Et sa barbe épaisse, grisonnante avant l'heure, cachait des cicatrices qui n'étaient pas seulement sur sa peau, mais aussi dans son âme. Le caractère de Jean-Pierre était lourd, silencieux comme la forêt en hiver. Il vivait seul dans sa maison de campagne isolée, à l'extrémité du village, évitant les gens. Non pas qu'il les détestât, mais parce qu'il se souvenait trop bien de la cruauté dont un homme pouvait être capable. Et le plus cruel de tous ceux qu'il avait connus, autrefois, c'était lui-même. En ce froid glacial, où même les loups préfèrent se blottir les uns contre les autres dans leur tanière, Jean-Pierre enfila ses vieilles bottes fourrées, passa un lourd manteau en peau de mouton qui sentait la fumée et le passé, et, saisissant un simple traîneau en bois, il s'avança dans l'abîme blanc, mu par moins par la nécessité que par un étrange sentiment d'angoisse qui lui serrait la poitrine plus fort que ses vieilles blessures quand le temps tournait à l'humide. Il allait vérifier ses anciens sentiers, non pas pour le gibier, il avait juré depuis longtemps de ne plus tuer pour le profit mais pour neutraliser les pièges oubliés, ces mâchoires de mort rouillées que lui-même ou d'autres braconniers avaient posées des années auparavant. À travers le hurlement du vent, qui ressemblait à la plainte d'âme perdue, Jean-Pierre avançait, plissant les yeux face à la neige cinglante, jusqu'à ce que son regard soit attiré par une tache sombre au pied d'un grand sapin abattu. La tache, qui ne disparaissait pas, semblait pulser d'une douleur vivante sur le fond d'une blancheur mortelle. En s'approchant, il se figea, et son cœur manqua un battement. Devant lui, la patte prise dans un piège de fer cruel, gisait une bête, mais pas un simple loup, un colosse, comme cette terre n'en avait pas vu depuis de nombreuses années. C'était un immense loup gris, mais dans ses veines semblait couler le sang de monstres anciens. Sa fourrure, épaisse et rêche, était couverte de givre et de sang coagulé, et son corps puissant, capable de briser l'échine d'un cerf d'un seul coup, était maintenant cloué au sol, impuissant, par le métal rouillé. Mais ce qui frappa Jean-Pierre ne fut pas la taille de l'animal, mais ses yeux. Deux ambres ardents, dans lesquels il n'y avait ni peur, ni supplication, ni cette panique sauvage qui saisit habituellement un animal piégé. Dans ses yeux, on ne lisait qu'une fière résignation glaciale et une fatigue infinie, comme si ce loup, qu'on appellerait plus tard Sarma, avait déjà vécu 1000 vies et était mort 1000 fois. Sarma ne grogna pas lorsque l'homme s'approcha. Il souleva simplement légèrement sa lourde tête. Et dans ce mouvement, il y avait une telle dignité que Jean-Pierre ressentit une honte profonde pour toute l'espèce humaine. Dans la mémoire du chasseur, l'image de sa défunte épouse, Monique, remonta soudain à la surface. Une femme douce comme le soleil de printemps, au visage rond, aux mains qui sentaient toujours la brioche chaude et les herbes séchées. Monique était la conscience de Jean-Pierre, le seul être qu'il avait aimé malgré sa nature sombre. Et c'était elle qui, mourant des années plus tôt d'une maladie que le médecin de campagne n'avait pu guérir, lui avait arraché la promesse de ne plus jamais ramener la mort à la maison. La nature, c'est un temple, mon Jean, pas un abattoir, lui avait-elle murmuré. Et maintenant, en regardant dans les yeux du loup mourant, Jean-Pierre entendait sa voix dans le mugissement de la tempête, comprenant que c'était une épreuve que le destin lui-même lui envoyait. Il ne pouvait pas laisser ce roi des forêts mourir ainsi, et il ne pouvait pas non plus l'abattre pour abréger ses souffrances, car dans les yeux du loup, il avait vu son propre reflet, solitaire, blessé et incompris.
Jean-Pierre s'agenouilla dans la neige, ignorant le froid perçant, et lentement, pour ne pas provoquer la bête, il sortit un levier de sa ceinture. Sarma suivait chacun de ses mouvements. Ses muscles se tendirent sous sa peau, mais il ne tenta pas de mordre, comme s'il comprenait que ce vieil homme à l'odeur de tabac et de culpabilité était sa dernière chance. « Allez, mon grand, tiens bon. » Halta Jean-Pierre, sa voix brisée par la tension et le vent, alors qu'il appuyait le levier sur le ressort du piège. Ce maudit mécanisme, conçu pour broyer les os. Le métal grinça, résistant, comme s'il ne voulait pas relâcher sa proie. Et Jean-Pierre sentit son propre dos craquer, une sueur glacée perler sur son front. Mais il poussa de toutes ses forces, grognant entre ses dents des jurons et des prières, jusqu'à ce que, finalement, avec un claquement sec et sonore, les mâchoires du piège s'ouvrent. Le loup ne bondit pas, ne s'enfuit pas. Sa patte était broyée, le sang avait teinté la neige d'un rouge sombre, et la bête expira lourdement, laissant tomber sa tête dans la neige. Ses forces l'avaient abandonné, ne laissant que la volonté de vivre qui brûlait quelque part au plus profond de lui. Le plus difficile restait à faire. Pas seulement libérer, mais sauver. Jean-Pierre approcha son traîneau, vieux mais solide, fait de planches de bouleau, et en gémissant, appelant tous les saints à l'aide, il commença à hisser le corps lourd, presque sans vie, du loup. C'était de la folie pure. N'importe qui au village aurait dit qu'il avait perdu la raison, ramené chez soi un prédateur capable de vous égorger en une seconde. Mais Jean-Pierre se souvenait du regard de la bête. Il y avait quelque chose d'humain, de trop conscient pour un simple animal. Il couvrit le loup d'une vieille bâche, le fixa avec des cordes, en essayant de ne pas lui causer de douleurs supplémentaires, et s'attela lui-même au traîneau, en lieu et place du cheval qu'il n'avait plus depuis longtemps. Le chemin du retour vers sa maison devint un véritable calvaire. Le vent lui fouettait le visage de grésil glacial, l'aveuglant et le faisant trébucher. Ses jambes s'enfonçaient dans les congères profondes, et le traîneau semblait plus lourd que du plomb, comme s'il portait sur son dos les péchés du monde entier. Tous les 10 pas, il s'arrêtait, happant l'air raréfié et vérifiant si son passager respirait encore. Le loup gisait immobile, mais son œil d'ambre, entrouvert, suivait le dos de l'homme qui le tirait obstinément à travers la tempête. Jean-Pierre marchait et parlait. Il parlait au loup, il parlait à Monique, il parlait à Dieu. Ses paroles étaient emportées par le vent, mais elles l'aidaient à ne pas tomber et à ne pas mourir de froid. Il racontait combien sa maison était vide, combien son lit était froid, et combien il était étrange que ce soit cette bête terrifiante qui l'ait fait se sentir vivant pour la première fois depuis de longues années. Lorsque, devant lui, à travers le brouillard blanc, la faible lueur d'une lampe à pétrole à la fenêtre de sa maison apparut enfin, Jean-Pierre comprit qu'ils étaient arrivés, que la forêt avait décidé de les libérer de son étreinte glaciale. Cette fois, il s'effondra dans la cour, tira le traîneau sous l'auvent et, rassemblant ses dernières forces, il traîna le loup à l'intérieur, dans la chaleur du poêle à bois bien chauffé, où flottait une odeur de pain sec et de solitude qui était sur le point de prendre fin. La porte claqua, coupant le hurlement de la tempête, et dans le silence qui s'installa, on n'entendit plus que la respiration lourde et rauque de 2 êtres, un homme et une bête, dont les destins s'étaient liés en cette nuit d'un nœud indissoluble. Jean-Pierre regarda la patte ensanglantée du loup, sa puissante poitrine qui se soulevait au même rythme que la sienne, et murmura « On est vivant, le vagabond. » Et le reste ? Le reste, on verra ça demain. Dehors, la tourmente faisait rage, effaçant leurs traces. Mais à l'intérieur, à la lueur des braises mourantes, une nouvelle histoire commençait. Une histoire de rédemption, écrite sur la neige avec du sang et de la miséricorde. À l'intérieur de la maison, protégé de la folie de la tempête par d'épais murs de pierre, régnait un monde à part, qui sentait le millepertuis séché, la pâte chaude et la vieille peau de mouton. Le feu dans le poêle à bois ronronnait de manière régulière et rassurante, projetant sur les murs de rondins des ombres dansantes qui semblaient être des créatures vivantes venues se réchauffer. Jean-Pierre Dubois, après avoir secoué la neige qui se transforma instantanément en petites flaques d'eau sur le plancher, ne s'occupa pas de lui-même en premier, mais de son invité inhabituel, allongé sur la vieille bâche près du poêle. Le loup qu'il avait arraché aux griffes de la mort gisait immobile, mais ses yeux, 2 charbons jaunes, suivaient attentivement chaque mouvement de l'homme. Ils n'avaient plus ce détachement glacial qu'ils avaient dans la forêt. On y lisait maintenant une attente tendue, mêlée à une méfiance accumulée au fil des ans. Dans un coin, sur une armoire, un autre habitant de la maison s'agita, le chat Félix. Un énorme bandit roux avec une oreille gauche déchirée lors de bagarres de ruelle et un regard de propriétaire insolent dans ses yeux verts. Félix était une créature pragmatique et paresseuse. Son corps touffu,
ressemblant à une boule de fourrure, quittait rarement sa couche chaude, et son caractère se distinguait par une arrogance royale. Il ne tolérait Jean-Pierre que parce que celui-ci lui donnait à manger et le grattait derrière l'oreille. Mais l'apparition d'un énorme prédateur avait même mis en alerte ce paresseux. Le chat arqua le dos, le poil de sa nuque se hérissa, et il émit un sifflement bas et guttural, semblable au bruit de la vapeur qui s'échappe. Il ne risqua cependant pas de descendre de son perchoir, préférant observer l'invasion d'une hauteur sûre, tel un général évaluant les forces de l'ennemi. Jean-Pierre ne prêta aucune attention au mécontentement du chat. Ses pensées étaient ailleurs. Il sortit de son vieux buffet en chêne, orné de sculptures que Monique avait autrefois réalisées, son matériel de soins, une bouteille d'une vieille eau-de-vie de prune maison, des chiffons propres, un pot d'un onguent à base de graisse et d'herbe, et des compresses de lin propre. Le chasseur comprenait que l'épreuve la plus difficile de leur fragile alliance allait commencer. Car une bête blessée, en proie à la douleur, est plus dangereuse que n'importe quel ennemi. Mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. Il approcha un tabouret bas du loup, s'assit à côté et se mit à parler d'une voix basse et apaisante, semblable au bruissement des feuilles. « Bon, vagabond des bois, voyons voir ce que ces dents de fer ont fait à ta patte. Ça va faire mal, mon grand, je ne vais pas te mentir, mais si on ne nettoie pas ça, ça va s'infecter et tu y resteras. » Le loup ne bougea pas, mais sa lèvre supérieure trembla légèrement, découvrant une canine d'un blanc immaculé, aussi tranchante qu'un rasoir. C'était un avertissement, une limite à ne pas franchir. Mais Jean-Pierre, ignorant la menace, tendit la main vers la patte broyée. Il agissait avec assurance mais avec précaution, nettoyant le sang coagulé avec l'alcool. Et chaque fois que l'eau-de-vie touchait la plaie ouverte, un frisson parcourait le corps puissant de la bête, mais elle endurait. Seule sa respiration devenait lourde et saccadée, comme s'il retenait un cri. Jean-Pierre voyait ces coupures profondes, l'os brisé, et comprenait que n'importe qui d'autre à sa place aurait déjà abandonné ou abattu l'animal estropié. Mais il voyait aussi autre chose, la rapidité avec laquelle le sang coagulait, la puissance avec laquelle la vie battait dans ce corps. C'était comme si la nature elle-même refusait de laisser partir son enfant. Une fois la saleté principale enlevée, Jean-Pierre appliqua l'onguent sur la plaie et commença à bander la patte avec le tissu propre. C'est à ce moment précis, alors que la douleur devenait vraisemblablement insupportable, que les instincts prirent le dessus sur la raison. Avec la rapidité de l'éclair, impossible à saisir à l'œil nu, le loup se jeta en avant, et ses mâchoires se refermèrent à 1 centimètre du poignet de Jean-Pierre, produisant un claquement sec et terrifiant. Le souffle chaud du prédateur effleura la peau de l'homme, et ses yeux jaunes se dilatèrent, pleins de fureur et de peur. Jean-Pierre ne retira pas sa main, ne cria pas et ne chercha pas le couteau qui pendait à sa ceinture. Il se figea, se transformant en pierre, et leva lentement les yeux pour croiser le regard du loup. Un silence assourdissant s'installa dans la pièce, dans lequel on n'entendait que le tic-tac de la vieille horloge sur le mur et la respiration effrayée du chat Félix sur son armoire. Jean-Pierre regarda droit dans l'âme de la bête, non pas avec défi, mais avec une profonde sérénité ancestrale, transmise par ses aïeux chasseurs, et se mit à murmurer une vieille prière oubliée, un charme de campagne. Des mots qui n'avaient aucun sens pour l'homme moderne, mais qui étaient compréhensibles pour chaque créature de la forêt. Sang à sang, douleur à la terre. Nous suivons le même sentier, buvons la même eau. Je ne suis pas ton ennemi, je suis ton frère. Ce contact visuel dura ce qui sembla être une éternité. C'était une bataille de volonté, qui décidait de ce qu'ils étaient l'un pour l'autre, chasseur et proie, ou sauveur et sauvé. Progressivement, millimètre par millimètre, la fureur dans les yeux du loup commença à s'éteindre, cédant la place à la prise de conscience. Il desserra lentement ses mâchoires, sans que ses dents ne touchent la peau, et, comme pour reconnaître sa défaite ou plutôt conclure une trêve, il baissa la tête et, prudemment, avec sa langue chaude et rugueuse, lécha la main de Jean-Pierre là où il avait failli mordre un instant plus tôt. C'était un pacte de silence. Un serment de fidélité, scellé non par des signatures, mais par le sang et la miséricorde. Jean-Pierre expira, sentant la sueur couler dans son dos. « C'est mieux comme ça, » murmura-t-il, la voix tremblante. « Tu t'appelleras Sarma, comme les anciens guerriers qui vivaient dans ces steppes. Tu es tout aussi fier et indomptable. » Ayant terminé le pansement, Jean-Pierre versa un bouillon de viande revigorant et tiède dans une gamelle et la posa devant le museau de Sarma. Mais le loup se détourna, enfouissant son nez dans ses pattes. Il refusait encore de prendre de la nourriture de la main d'un homme. Son orgueil était plus blessé que son corps. Jean-Pierre n'insista pas.
Il savait que la faim était le meilleur remède à l'orgueil, et il se dirigea vers la table où il commença à se préparer à dîner, coupant de grosses tranches de pain et de pâté de campagne. Félix, comprenant que la menace immédiate était passée et que personne n'avait mangé personne, daigna enfin descendre de son perchoir. Il sauta souplement sur le sol. Sa fourrure rousse luisait à la lumière de la lampe, et son ventre, bien rempli de souris et de crème, ondulait à chaque pas. Le chat, ce tyran domestique habitué à être le seul maître de la maison après la mort de Monique, passa avec une négligence affectée devant le loup, agitant la queue juste devant son nez, comme pour montrer qui était le chef ici. Sarma ne daigna même pas bouger une oreille. Pour lui, cette boule de poil n'était rien de plus qu'un meuble, ce qui sembla offenser encore plus Félix. Le chat s'approcha de Jean-Pierre et miaula de manière exigeante, réclamant sa part du dîner. Et ce son simple et quotidien détendit définitivement l'atmosphère. Jean-Pierre sourit, jetant un morceau de pâté au chat. « Mange, face de renard, avant qu'on ne nous mange. » Dehors, la tempête commençait à se calmer. Le vent ne hurlait plus, mais soupirait simplement de lassitude dans la cheminée. Et dans cette petite maison au milieu de la vaste campagne, deux solitudes, un vieil homme et un loup, s'enfoncèrent dans un sommeil lourd mais réparateur, sachant que le lendemain apporterait de nouvelles épreuves. Mais ils les affronteraient, désormais, non plus en ennemis. Les jours, dans la campagne profonde, s'écoulent lentement, comme la résine épaisse sur le tronc d'un pin séculaire. Mais c'est dans cette lenteur silencieuse que se produisent les changements les plus importants, invisibles à l'œil, mais sensibles au cœur. La tempête qui avait fait rage quelques jours plus tôt s'était enfin calmée, laissant derrière elle un monde enveloppé d'une neige d'un blanc éblouissant et immaculé, qui scintillait sous le froid soleil d'hiver si vivement que cela faisait mal aux yeux. Dans la maison de Jean-Pierre, la vie avait pris un nouveau cours, étrange, rythmé par la respiration de la bête blessée. Chaque matinée ne commençait plus par le thé habituel, mais par l'inspection de la patte de Sarma, qui se laissait maintenant changer les pansements sans grogner, bien qu'il se tende toujours comme une corde de violon, anticipant la douleur. Jean-Pierre, dont les mains, durcies par la hache et le fusil, avaient soudain acquis une tendresse inattendue, passait des heures assis à côté du loup, démêlant sa fourrure emmêlée avec un vieux peigne en os, trouvé autrefois sur les rives d'un lac. Et un jour, alors qu'un rayon de soleil, perçant le givre sur la fenêtre, tomba sur le flanc de la bête, le chasseur remarqua quelque chose qui lui glaça le sang dans les veines, plus froid que la glace sur la rivière. Sous l'épais sous-poil gris, cachés aux regards indiscrets, s'étendaient des bandelets des boursouflés, des cicatrices de coups de fouet, anciennes et nouvelles, s'entrelaçant en une carte macabre de souffrance. Mais le pire, c'étaient les taches rondes et brûlées sur le garrot, des traces de brûlure au fer rouge ou à la cigarette. Jean-Pierre posa le peigne. Ses doigts tremblaient d'une rage impuissante. Il comprit que Sarma n'était pas une bête sauvage tombée dans un piège. C'était un martyr, qui avait traversé un enfer créé de la main de l'homme. « Qui a bien pu te faire ça, mon grand ?» murmura le vieil homme. Et dans sa voix, il n'y avait pas de pitié, mais une promesse menaçante. Une promesse de vengeance que seul le silence de la maison entendit. Le loup, comme s'il comprenait les pensées de l'homme, soupira lourdement et, pour la première fois, posa de lui-même sa lourde tête sur le genou de Jean-Pierre. Et ce geste de confiance valait plus que tout l'or du monde. Le même jour, vers midi, alors que les ombres des sapins commençaient à s'allonger, bleues sur la neige, la tranquillité de l'ermite fut troublée par le crissement prudent mais insistant de la neige sous de petites bottes. La porte de la maison, grinçant plaintivement sur ses gonds non huilés, s'entr'ouvrit, et sur le seuil apparut une créature qui semblait totalement étrangère en ce lieu austère d'ermite et de loup. C'était Léo, le petit-fils de 8 ans de la tenancière de l'épicerie du village. Un garçonnet au visage rond et rouge comme une pomme mûre, et aux yeux bleus et clairs comme le ciel de printemps au-dessus de la campagne. Léo portait un énorme bonnet en peau de lapin, bien trop grand pour lui, dont une oreille se dressait comiquement tandis que l'autre lui tombait sur les yeux, et un vieux manteau ceinturé d'une corde, dont il était sorti depuis longtemps. Il était connu au village pour sa curiosité insatiable et pour ne croire absolument pas aux contes effrayants des adultes sur le vieux Jean-Pierre, l'ermite. Dans ses mains, cachées dans d'énormes moufles tricotées, il serrait contre sa poitrine un bocal en verre de lait frais, enveloppé dans un torchon pour qu'il ne refroidisse pas. « C'est ma grand-mère qui me l'envoie, elle dit que vous en avez plus besoin que nous, » piailla-t-il, s'immobilisant sur le seuil. Son regard passa instantanément par-dessus le maître des lieux, droit vers le poêle, où se dressait la masse sombre du loup. N'importe quel autre enfant, et même un adulte, aurait crié et se serait enfui en voyant une telle bête sans chaîne.
Mais Léo se contenta d'ouvrir grand la bouche, et dans ses yeux s'alluma non pas la peur, mais une admiration respectueuse. C'est lui, le fantôme de la forêt, souffla le garçon, faisant un pas en avant, oubliant toute prudence, comme envoûté. Jean-Pierre fronça les sourcils, essayant d'avoir l'air sévère pour cacher son embarras face à cette visite inattendue, mais au fond de lui, il était heureux de voir une âme vivante. « Oh là, gamin! Reste là !» gronda-t-il en prenant le bocal. « Ce n'est pas un chien de cirque. Il t'arracherait un doigt sans que tu t'en rendes compte. » Mais Sarma, qui réagissait habituellement aux étrangers par un grognement sourd, se comporta étrangement cette fois. Il releva la tête, huma l'odeur de lait et d'innocence enfantine, et ses oreilles, habituellement plaquées en signe de méfiance, se détendirent légèrement. Le loup sentait que de ce petit homme n'émanait aucune menace, seulement une surprise pure, non souillée par la méchanceté. Les enfants et les bêtes se comprennent souvent dans un langage que les adultes ont oublié. Léo, enhardi, s'approcha et s'accroupit à une distance de sécurité. « Il a bobo ?» demanda-t-il, désignant de sa moufle la patte bandée. Jean-Pierre soupira, jeta une bûche dans le poêlé, s'asseyant sur un banc, commença à raconter, non pas comme à un enfant, mais comme à un égal. Il a mal, Léo, mais ce n'est pas sa patte le pire. C'est son âme qu'on a estropiée. Il montra au garçon les cicatrices sur le flanc du loup, expliquant que des hommes méchants avaient essayé de briser la fierté de la bête, de la transformer en un tueur ou en un jouet. Léo écoutait, retenant son souffle, et une larme solitaire roula sur sa joue potelée. Il retira sa mouflée, avant que Jean-Pierre n'ait pu l'arrêter, il tendit sa petite main chaude vers le museau du prédateur. Sarma se figea. Ses yeux jaunes s'écarquillèrent, mais il ne recula pas. Il laissa l'enfant toucher son nez humide, et dans ce contact, il y avait quelque chose de sacré. Un moment de vérité, où l'innocence guérissait la cruauté. Vers le soir, alors que le soleil commençait à se coucher derrière la cime des sapins, peignant le ciel de ton pourpre rappelant des braises qui se consument, Sarma s'agita soudainement. Il se mit à gémir, à gratter le sol de ses griffes, regardant la porte avec une mélancolie qui serrait le cœur. Il a besoin de prendre l'air, comprit Jean-Pierre. Les murs l'étouffent. Un loup a besoin de voir le ciel. Il ouvrit la lourde porte, laissant entrer dans la maison l'air glacial et piquant, et aida Sarma à franchir le seuil. Le loup, boitant et s'appuyant sur l'épaule de l'homme, sortit sur le perron. Devant eux s'étendait la majestueuse et infinie forêt du Limousin, plongeant déjà dans le crépuscule bleu. Les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel, grosses et brillantes comme des diamants. Sarma inspira à plein poumon. Ses narines frémirent, captant les odeurs de liberté, de résine, de neige et de fumée lointaine. Et alors, incapable de contenir les sentiments qui le submergeaient, le loup leva son museau vers la première étoile et hurla. Ce n'était pas un cri de chasse ou un appel à la meute. C'était un chant de douleur, de libération et de solitude, un son qui faisait vibrer les vitres des fenêtres et arrêter le cœur. Le hurlement s'envola au-dessus de la forêt, se répercutant sur les rochers, racontant une histoire ancienne de perte et d'espoir. Jean-Pierre, debout à ses côtés, sentit une boule se former dans sa propre gorge. Il sortit de sa poche un vieil harmonica usé, compagnon de ses soirées solitaires, et le porta à ses lèvres. La mélodie s'écoula, doucement, hésitante, mais prit peu à peu de la force, s'entrelaçant à la voix du loup. C'était une complainte triste et lancinante que chantaient les voyageurs et les vagabonds. Une chanson sur le chemin du retour qui n'a pas de fin. Le son de l'harmonica et le hurlement du loup fusionnèrent en une seule symphonie, sauvage et magnifique, un requiem pour le passé et un hymne au présent. Léo, debout à la fenêtre à l'intérieur de la maison, colla son nez à la vitre, observant cette scène. Le vieil homme et la bête énorme sur fond de forêt qui s'assombrissaient, unis par la musique et un destin commun. À cet instant, il semblait que la nature elle-même les écoutait, que le vent s'était tu pour ne pas déranger ce duo de deux âmes blessées. Quand la dernière note s'éteignit dans l'air glacial, Sarma baissa la tête et frotta son museau contre la main de Jean-Pierre, sans plus aucune crainte, avec gratitude. Le chasseur caressa la fourrure rêche et regarda les étoiles. « T'en fais pas, Sarma, on se battra encore, on chantera encore. » Ils restèrent ainsi longtemps, jusqu'à ce que le froid les force à retourner à la chaleur. Mais quelque chose dans ce monde avait changé pour toujours. Ils n'étaient plus simplement un sauvé et un sauveur. Ils étaient devenus une meute, petite, brisée, mais pas vaincue. Le temps, dans la campagne,
a la propriété d'adoucir les angles vifs de la mémoire, mais il est impuissant face aux cicatrices marquées au fer rouge sur le cœur. Une semaine s'était écoulée depuis l'arrivée de Sarma dans la maison de Jean-Pierre, et cette semaine les avait changés tous les deux plus que des années de solitude. La neige dans la forêt s'était tassée, se préparant à un printemps précoce, et l'air s'était rempli d'une odeur à peine perceptible de résine et d'eau de fonte, que seul peut sentir celui qui vit en rythme avec la nature. Sarma se rétablissait avec une rapidité surprenante. Son organisme puissant, endurci par des batailles que Jean-Pierre ne pouvait qu'imaginer, se régénérait à une vitesse effrayante, comme si la terre du Limousin elle-même lui insufflait sa force. Maintenant, lors de ses courtes promenades autour de la maison, le loup ne boitillait plus simplement sur trois pattes, il marchait avec autorité, inspectant son territoire. C'est durant ces heures matinales et calmes que Jean-Pierre remarqua que la bête lui réapprenait à écouter la forêt. Quand Sarma se figeait, dressant l'oreille, Jean-Pierre s'arrêtait et, une minute plus tard, entendait ce que le loup avait entendu, le craquement d'une branche sous le sabot d'un chevreuil à 1 kilomètre de là, ou le cri d'un geai avertissant d'un intrus. C'était une école de survie silencieuse, où le professeur était un ancien prisonnier et l'élève un vieux maître. Le loup montrait à l'homme que la forêt n'était pas seulement des arbres, mais une immense toile vivante, où chaque mouvement d'un fil se répercutait en vibration au-delà de l'horizon. Mais cette idylle fut brisée par une nouvelle inquiétante, apportée par le vent du changement qui souffle toujours avant l'orage. Un soir, alors que Jean-Pierre fendait du bois dans la cour et que Sarma était couché sur le perron, l'observant de son regard jaune et fixe, une vieille Renault 4 s'arrêta au portail. De la voiture sortit Stéphane Leroy, le garde-chasse local, un homme d'une 50aine d'années, solide et trapu, ressemblant à une vieille souche impossible à déraciner. Stéphane était un homme droit et honnête. Son visage, buriné jusqu'à prendre la couleur de la brique, exprimait rarement des émotions. Mais aujourd'hui, on lisait l'inquiétude dans ses yeux. Il n'y alla pas par 4 chemins et désigna le loup d'un signe de tête. Les rumeurs courent au village, Jean-Pierre. On dit que tu héberges le diable. Les femmes chuchotent qu'il va commencer à s'attaquer au bétail, et les hommes au bistrot racontent qu'il y a une récompense pour sa peau. Jean-Pierre s'appuya sur sa hache et cracha dans la neige. Qu'ils parlent. Leur langue n'a pas d'os. Il n'a touché personne. Le garde-chasse secoua la tête en allumant une cigarette bon marché. Le problème, ce ne sont pas les commérages de bonnes femmes. Hier, au cerf doré, tu sais, le bistrot près de la route, un étranger est arrivé. Un type arrogant, de la ville, avec une grosse Jeep noire comme on n'en voit jamais par ici. Il s'appelle Nicolas Vidal. Il posait des questions sur un loup, et sa description correspondait exactement au tien. Immense, gris, avec une oreille déchirée. Et Jean-Pierre. Les yeux de ce Vidal sont comme ceux d'un brochet, froid et vide. Il ne cherche pas un chien, il cherche son argent. Jean-Pierre sentit un frisson lui parcourir le dos. Il remercia le garde-chasse et, lorsque la voiture disparut au tournant, il regarda Sarma. Le loup se tenait debout, le poil hérissé sur le garrot, et fixait la route d'où venait Stéphane, comme s'il sentait l'approche des ténèbres. Nicolas Vidal. Ce nom ne disait rien à Jean-Pierre, mais sa sonorité même était visqueuse et désagréable. La nuit même, alors que la lune se cachait derrière les nuages, l'obscurité s'épaissit autour de la maison, devenant presque palpable. Sarma, habituellement calme la nuit, se mit soudain à arpenter la pièce. Il gémissait, grattait le sol de ses griffes, puis courut à la fenêtre et se mit à grogner sourdement, de manière gutturale, retroussant ses babines jusqu'à découvrir ses gencives. Jean-Pierre attrapa son fusil à 2 coups au mur, son cœur battant à tout rompre contre ses côtes. Dehors, on entendit un bruit de moteur, puissant et régulier, pas celui des vieilles voitures locales, puis la lumière vive de phare au xénon déchira l'obscurité de la cour, arrachant à la pénombre le tas de bois et le vieux traîneau. La voiture s'arrêta et une portière claqua. Sarma, en voyant la silhouette d'un homme dans la lumière des phares, devint fou. Il se jeta de toutes ses forces contre la vitre de la fenêtre, essayant de la briser avec sa tête. Son grognement se transforma en un hurlement furieux, rempli d'une telle haine que les oreilles de Jean-Pierre en furent assourdies. Ce n'était pas la peur d'une victime, c'était la fureur d'un tueur qui avait reconnu son tortionnaire. Doucement, Sarma, en arrière. Cria Jean-Pierre, saisissant le loup par son collier et retenant avec peine 50 kilos de pure fureur musculaire. Le loup se débattait dans ses bras, n'entendant plus les ordres, ses yeux injectés de sang. Un homme monta sur le perron. La porte s'ouvrit sans qu'on ait frappé,
et sur le seuil apparut Nicolas Vidal. C'était un homme grand et sec, d'une quarantaine d'années, vêtu d'une coûteuse veste en cuir qui paraissait ridicule et provocante dans ce coin perdu. Son visage était rasé de près, mais une fine cicatrice blanche traversait toute sa joue, donnant à son sourire une expression sinistre, et une épaisse chaîne en or brillait à son cou. Le signe d'une autorité de pacotille et de beaucoup d'argent sale. Il sentait l'eau de Cologne chère, le tabac et le danger. En voyant le loup enragé que Jean-Pierre peinait à retenir, Vidal afficha un large sourire satisfait, découvrant une rangée de dents régulières et trop blanches. « Eh bien, salut, champion, dit-il d'une voix où perçait une caresse moqueuse. Ça fait longtemps. Je vois que tu t'es trouvé une nouvelle niche. Sarma tira si fort que Jean-Pierre tomba à genoux, mais il ne lâcha pas la laisse. Vidal tourna son regard vers le vieil homme, et un éclair de mépris passa dans ses yeux. Bien joué, le vieux, d'avoir recueilli ma bestiole. Je pensais qu'elle était crevée dans ce piège. Donne-moi la laisse, et, allez, je te laisserai de quoi t'acheter une bouteille. Jean-Pierre se releva, faisant rempart de son corps devant le loup, et pointa les canons de son fusil sur la poitrine de l'intrus. Dehors, dit-il doucement. Il n'y a pas de bestiole à toi ici. Il n'y a que mon ami. Vidal éclata de rire, un rire sec et crépitant, comme des branches qui se brisent. Un ami? Tu sais seulement ce que c'est, vieil imbécile? Ce n'est pas un chien, c'est une machine à tuer. La légende des combats clandestins d'une grande ville du sud de la France. Pendant 3 ans, il a déchiqueté des pitbulls et des molosses pour amuser le public. Il y a plus d'argent sur sa tête que ne vaut tout ton village avec ses habitants. Le visage de Vidal se durcit soudain. Le masque de politesse tomba. Je dois de l'argent à des gens importants, le vieux, très important. Ce loup est ma seule chance de rembourser. Si je ne le ramène pas pour le combat final dans une semaine, ils m'enterreront vivant. Alors, ne fais pas l'idiot. Ou tu me le donnes gentiment, ou je brûle cette baraque avec toi dedans. Crois-moi, je n'ai rien à perdre. Les paroles de Vidal tombèrent dans le silence de la pièce comme de lourdes pierres. Jean-Pierre sentit sa main qui tenait le fusil trembler, non pas de peur, mais de dégoût. Maintenant, tout s'expliquait, les cicatrices, les brûlures, la force incroyable et l'aptitude à tuer. Sarma avait été transformé en gladiateur, en machine à tuer pour le divertissement de riches salauds. Mais en regardant le dos du loup, qui avait cessé de se débattre et se tenait maintenant collé contre la jambe de Jean-Pierre, la tête basse et grognant sourdement, le chasseur comprit une chose, cette bête ne retournerait plus jamais dans une cage. Va-t'en, répéta Jean-Pierre, armant les chiens du fusil. Le double déclic résonna plus fort qu'un coup de feu. Tu ne l'auras qu'en passant sur mon corps, et mon corps te coûtera cher. Vidal cessa de sourire. Il recula lentement vers la porte, sans quitter des yeux les canons du fusil. Tu fais une grave erreur, le vieux, siffla-t-il. Tu viens de signer ton arrêt de mort. Je reviendrai, et je ne serai pas seul. La porte claqua, le moteur rugit, et la voiture s'élança dans la nuit, laissant derrière elle une odeur de brûlé et la promesse d'un malheur imminent. Jean-Pierre abaissa son fusil et s'affaissa sur le sol, serrant le loup par son cou puissant. Sarma lui lécha la joue, effaçant la sueur et la peur. La guerre était venue chez eux, et il n'y avait nulle part où fuir. Le silence qui s'abattit sur la forêt après le départ de Nicolas Vidal était trompeur, lourd et poisseux comme un marécage. Ce n'était pas le silence paisible de la nature endormie, mais le souffle retenu d'un prédateur avant le bond. Jean-Pierre connaissait trop bien ce sentiment. Il l'avait poursuivi pendant la guerre. Il avait respiré dans sa nuque lors de ses expéditions de braconnage dans sa jeunesse. Et maintenant, il était de retour, s'installant dans les coins sombres de sa maison. Le vieux chasseur ne perdit pas de temps. Il comprenait que des hommes comme Vidal ne jetaient pas leurs mots en l'air. Leurs menaces étaient des lettres de change toujours présentées à l'encaissement. Jean-Pierre sortit d'un coffre des cartouches chargées de gros sel et des balles pour sanglier, espérant ne pas en arriver au meurtre, mais se préparant au pire. Il cloua de grosses planches sur les volets, ne laissant que d'étroites fentes pour observer, transformant sa maison douillette en une petite forteresse. Sarma observait ses préparatifs avec un calme effrayant. Le loup ne s'agitait pas, ne gémissait pas. Il était couché au milieu de la pièce, la tête sur les pattes, et ses yeux jaunes, dans lesquels brûlait maintenant un feu froid de tacticien, surveillaient chaque bruissement à l'extérieur. Il savait qu'il viendrait. Il connaissait leur odeur, une odeur de chenil,
de peur et de méchanceté d'autrui. Le chat Félix, sentant la tension, s'était réfugié sur l'étagère la plus haute, sous le plafond, transformé en une boule rousse ébouriffée, et n'essayait même plus de descendre vers sa gamelle. La nuit tomba sans étoiles, noire et épaisse, comme si quelqu'un avait recouvert le monde d'une cloche en fonte. Jean-Pierre n'entendit pas d'abord un bruit de moteur, mais des aboiements. Des aboiements multiples, hargneux, s'étouffant dans leur propre fureur, des aboiements à glacer le sang. Ce n'étaient pas des chiens de ferme ordinaires. C'était une meute, entraînée à traquer le gibier, une meute de tueurs sans pitié. Vidal avait tenu parole. Il n'était pas revenu seul. Par une fente, Jean-Pierre vit comment, sur la route forestière, deux jeeps s'approchaient, leurs puissants projecteurs déchirant l'obscurité. Derrière elle, dans la benne d'un pick-up, des ombres s'agitaient. Les véhicules s'arrêtèrent à l'orée de la forêt, sans s'approcher de la maison, et des silhouettes d'hommes apparurent dans la lumière des phares. Ils étaient 3 ou 4, costauds, vêtus de treillis. Ils se déplaçaient avec une assurance insolente. Parmi eux se distinguait un colosse chauve au cou de taureau, tenant en laisse 2 chiens qui tiraient furieusement. C'était Casseur d'os, l'homme de main de Vidal, dont les légendes circulaient dans le milieu criminel du Sud. On disait qu'il pouvait briser une colonne vertébrale à main nue et qu'il y avait moins de pensée dans sa tête que dans un marteau. Son visage, plat et inexpressif, ressemblait à un morceau de viande crue, et ses petits yeux brillaient d'une cruauté stupide. Il lâcha les chiens, d'énormes molosses, des chiens de combat aux oreilles et à la queue coupée, pesant près de 80 kilos chacun. Ces bêtes, élevées dans la douleur et sous-stimulant, étaient de véritables béliers vivants, conçus pour écraser et déchirer. Ça commence, murmura Jean-Pierre, serrant plus fort son fusil. La meute, ayant reçu l'ordre, se rua vers la maison, l'encerclant. Les aboiements et les grognements emplirent tout l'espace, couvrant même le bruit du vent. Sarma se leva. À cet instant, il n'y avait plus rien en lui de l'animal de compagnie ou de l'infirme malade. Le poil de son garrot se hérissa, le transformant en un géant. Les muscles roulaient sous sa peau comme des câbles d'acier. Il s'approcha de la porte et émit un grognement court et sec, en regardant Jean-Pierre. Ce n'était pas une demande, c'était un ordre. Le loup comprenait que s'il restait à l'intérieur, il serait brûlé ou enfumé. Le combat devait être mené sur son propre territoire, là où Sarma avait l'avantage, l'intelligence et la connaissance de la forêt. La maison était devenue un piège. Jean-Pierre hésita une seconde, regardant ses yeux d'ambre pleins d'une sagesse ancienne, et il comprit le plan de la bête. Sarma voulait attirer la poursuite derrière lui dans le taillis, dans la neige profonde, où les lourds molosses s'enliseraient, tandis que lui, le loup, passerait comme un fantôme. « Que Dieu te garde, mon frère » souffla le chasseur, et d'un geste brusque, il tira le verrou et ouvrit la porte en grand. Sarma jaillit dans la nuit comme un éclair gris. Il ne se jeta pas sur le chien le plus proche, comme si seraient attendus ces stupides chiens de combat. Il sauta par-dessus la rambarde du perron et, poussant un hurlement de défi, il s'élança en direction d'un épais fourré de sapin, se montrant délibérément à ses ennemis. La meute, en voyant sa cible, devint folle. Oubliant les ordres des hommes, les molosses et les chiens de chasse se lancèrent à sa poursuite avec des rugissements, brisant les buissons et soulevant des nuages de neige. Le plan avait fonctionné. La maison n'était plus le centre de l'attention. Toute la fureur de l'ennemi s'était reportée sur le loup en fuite. Nicolas Vidal, debout près de sa voiture, hurla dans un talkie-walkie, « Prenez-le, ne tirez pas, il me le faut vivant. Lâchez tout le monde. » Les hommes se mirent à courir derrière les chiens. Les faisceaux de leurs lampes de poche dansaient de manière chaotique sur les troncs des arbres. Jean-Pierre resta seul sur le seuil de la porte ouverte, le fusil à la main, prêt à couvrir la retraite de son ami. Mais soudain, à travers le bruit de la poursuite qui s'éloignait, il entendit un son qui lui fit s'arrêter le cœur. C'était un cri d'enfant, fin et plein d'horreur, venant d'une toute autre direction, de l'endroit où le sentier descendait vers le ravin. « Léo !» La pensée transperça l'esprit de Jean-Pierre comme une aiguille acérée. Le garçon avait sans doute voulu se faufiler jusqu'à chez lui pour le prévenir, et il se retrouvait maintenant coupé du village, seul dans une forêt grouillant de chiens enragés et de bandits armés. Un des chiens de Vidal, s'étant écarté de la meute principale, avait pu sentir l'enfant. Jean-Pierre regarda en direction de la forêt où Sarma avait disparu, emportant la mort avec lui, et en direction du ravin où un enfant pouvait périr dans l'obscurité. Le choix était terrible, mais le seul juste. Sarma est un guerrier. Il s'en sortira.
Il est né pour le combat. Léo est un oisillon sans défense. Le vieux chasseur, oubliant ses jambes douloureuses, son âge, le danger, sauta du perron et courut vers le ravin, s'enfonçant dans la neige. Pourvu que j'arrive à temps. Pourvu que j'arrive à temps, murmura-t-il, se frayant un chemin à travers les branches épineuses qui lui griffaient le visage. Pendant ce temps, au cœur de la forêt, un tout autre drame se jouait. Sarma ne fuyait pas simplement, il jouait. Il menait les lourds et maladroits molosses dans la neige profonde selon ses propres règles. Il savait où se cachaient des trous sous la neige, où la croûte était mince et s'effondrait, et où les chablis créaient des barrières infranchissables. Il faisait des détours, revenait sur ses propres traces, semant les chiens de chasse et les attirant dans les fourrés. Lorsque le premier molosse, le plus gros et le plus féroce, le rattrapa, haletant à force de courir avec de la neige jusqu'au poitrail, Sarma disparut soudainement, comme s'il s'était volatilisé, puis, utilisant un tronc d'arbre abattu comme tremplin, il sauta d'en haut. Il n'alla pas lui déchirer la gorge. Il le percuta de tout son poids sur le flanc, projetant son ennemi dans un ravin, au milieu d'un enchevêtrement d'églantiers. Le chien hurla, empêtré et désorienté. Sarma ne l'acheva pas. Il n'avait pas besoin de sang, il avait besoin de temps. Il était une ombre, l'esprit de la forêt, punissant les intrus pour leur audace maladroite. Chacune de ses manœuvres était calculée. Il mena un chien sur la glace mince d'un ruisseau, qui se brisa, plongeant le poursuivant dans l'eau glacée. Il en fit percuter un autre contre un arbre en changeant brusquement de trajectoire à pleine vitesse. C'était une danse macabre, où la grâce et l'intelligence triomphaient de la force brute. Mais même les forces d'un loup n'étaient pas infinies, et sa patte blessée commençait à le brûler comme du feu, lui rappelant qu'il était toujours vulnérable. Au loin, on entendait les cris des hommes de Vidal, qui commençaient à comprendre que leur chien d'élite était en train de perdre cette guerre contre un fantôme. Mais Sarma savait que tant qu'il les retenait, la maison et le vieil homme étaient en sécurité. Il ignorait seulement une chose, que le vieil homme courait en ce moment, non pas pour fuir ses ennemis, mais à la rencontre d'un nouveau péril, pour sauver une petite vie. Courir dans la neige profonde et meuble pour un homme d'un certain âge, dont les articulations sont douloureuses à chaque changement de temps, n'est pas seulement une épreuve. C'est une torture qui brûle les poumons, et le cœur bat dans la gorge comme un oiseau pris au piège. Mais Jean-Pierre ne sentait ni la douleur, ni le froid, ni la fatigue. Il est ému par cette peur primale et glaçante que seuls connaissent les parents qui sentent une menace mortelle pour leur enfant. Car en quelques jours, le petit Léo était devenu pour le chasseur solitaire bien plus qu'un simple garçon du voisinage. Les branches lui fouettaient le visage, laissant des égratignures sanglantes, les racines des arbres, cachées sous la neige, tentaient de le faire tomber, mais le vieil homme se frayait un chemin obstinément à travers le taillis vers le ravin d'où était venu le cri. Les bruits de la poursuite derrière lui, les aboiements des chiens de Vidal et les cris des hommes commençaient à s'estomper, s'éloignant dans les profondeurs de la forêt, là où Sarma les avait entraînés. Mais devant lui, du côté de la crête rocheuse, un autre son montait, un grognement bas et guttural qui faisait vibrer la terre elle-même. Ce n'était ni un aboiement, ni un hurlement. C'était la voix de la forêt elle-même, réveillée et en colère. Quand Jean-Pierre arriva enfin au bord du ravin, le spectacle qui s'offrit à lui dans la pâle lumière de la lune, qui avait percé les nuages, le fit s'immobiliser, oubliant de respirer. Sur une petite saillie rocheuse, s'élevant à environ 3 mètres au-dessus du fond du ravin, le dos collé au granit froid, était assis Léo. Son bonnet avait glissé de côté. Son visage était blanc comme un linge, et ses yeux, agrandis par la terreur, regardaient vers le bas. Et en bas, au pied du rocher, se tenait une montagne de muscles de fureur. Un sanglier solitaire et furieux. Ce n'était pas le gentil cochon des contes de fées. C'était un vieux mâle, un solitaire, dérangé par le bruit des aboiements. Affamé, méchant et incroyablement dangereux. Sa fourrure était en lambeaux, révélant de vieilles cicatrices, son groin était souillé de terre, et ses petits yeux injectés de sang regardaient le garçon avec une froideur carnassière. Le sanglier était vieux, ses défenses usées mais toujours aussi mortelles, aussi longues et courbes que des poignards, labourait facilement la terre gelée alors qu'il cherchait un moyen de monter vers sa proie facile. Il se dressa, et son ombre couvrit Léo comme un linceul. De la bête émanait une odeur lourde et nauséabonde de pourriture et de force sauvage. Au loin, les faisceaux des lampes de poche des hommes de Vidal apparurent. Ils étaient apparemment aussi arrivés au ravin, mais en voyant le sanglier, ils s'étaient lâchement retirés, préférant ne pas affronter le maître enragé de la forêt, abandonnant l'enfant à son sort. La lâcheté humaine n'a pas de fond,
contrairement à l'honneur des bêtes. Jean-Pierre épaula son fusil, mais le rabaissa aussitôt. Ses mains tremblaient à cause de la course, et le risque de toucher le garçon par un ricochet sur le rocher était trop grand. « Et, par ici. Je suis là !» cria-t-il, essayant d'attirer l'attention du prédateur sur lui. Mais sa voix rauque se noya dans le grognement du sanglier, qui chargeait déjà le rocher pour tenter de grimper. La fin semblait inévitable. La mort avait déjà levé sa faulx. Et soudain, comme un éclair noir fendant l'obscurité depuis le versant opposé du ravin, dans un bond impensable pour une bête blessée, quelque chose s'abattit. C'était Sarma. Il ne s'était pas enfui pour sauver sa peau de la meute de chiens. Il avait fait un cercle et était revenu, guidé par son instinct et un devoir qu'il s'était lui-même assigné. Le loup percuta le flanc du sanglier avec une telle force que celui-ci, perdant l'équilibre, roula en bas en grognant de rage. C'était de la folie. Un seul loup, même un loup de combat, contre un géant de 150 kilos. Mais Sarma n'avait pas l'intention de gagner par la force. Il s'engagea dans une danse mortelle, où ses armes étaient la vitesse et la fureur. Le sanglier, stupéfait par l'audace du loup gris, oublia le garçon et se tourna vers son nouvel ennemi. Il donna un coup de tête capable de décapiter un taureau, mais Sarma était déjà ailleurs. Le loup se déplaçait comme du mercure, esquivant les coups à la dernière fraction de seconde et contre-attaquant immédiatement, mordant les tendons des pattes arrière du géant. Le sanglier grognait de douleur et de rage, tournant sur place, essayant d'attraper son adversaire agile, brisant les buissons et faisant exploser la neige. Sarma, déjà épuisé par la poursuite, saignant de la plaie rouverte à sa patte, ne se battait pas pour lui-même. Chacune de ses morsures, chaque assaut était une manœuvre de diversion calculée, donnant du temps à Jean-Pierre. Le chasseur voyait à quel point son ami respirait difficilement, comment ses pattes flageolaient, mais le loup ne reculait pas d'un pas, se tenant comme un bouclier vivant entre le monstre et l'enfant. À un moment donné, le sanglier réussit à accrocher le loup avec ses défenses. Sarma fut projeté sur le côté, heurta un arbre et tomba, essayant de se relever, mais ses forces l'abandonnèrent. Le sanglier, triomphant, se dressa au-dessus de lui pour le coup final. Non. Le cri de Jean-Pierre déchira la nuit. Il ne pensait plus au ricochet. Il ne pensait plus à rien, sauf à sauver celui qui lui était devenu plus cher que son propre sang. Il épaula son fusil à 2 coups et, sans viser, appuya sur les 2 gâchettes. Le fracas du tir dans l'espace confiné du ravin résonna comme un coup de tonnerre, amplifié maintes fois par l'écho. La charge de plomb et la balle passèrent au-dessus de la tête du sanglier, coupant une branche de sapin qui tomba avec fracas juste devant le groin de la bête. Assourdi par le son, aveuglé par l'éclair et dérouté par la chute de l'arbre, le sanglier s'immobilisa. À cet instant, son instinct de survie prit le dessus sur la faim et la fureur. Il comprit que cette proie lui coûterait trop cher. Gémissant une dernière fois, le sanglier se remit sur ses 4 pattes et, brisant les buissons, s'enfuit lourdement dans le taillis épais, emportant avec lui une odeur de peur et de défaite. Dans le silence assourdissant qui s'ensuivit, on n'entendit que les sanglots de Léo sur le rocher. Jean-Pierre jeta son fusil et se précipita vers Sarma. Le loup gisait sur le flanc, la neige sous lui rougissant rapidement. Ses yeux étaient mi-clos, sa respiration s'échappait avec un râle et une écume sanglante. « Tiens bon, mon frère, ne pars pas, tu m'entends » murmurait le vieil homme. Ses mains, habituellement si fermes, tremblaient en palpant le flanc déchiré de la bête. D'en haut, du rocher, Léo descendit. Il était indemne, juste égratigné, mais son visage était celui d'un adulte après l'horreur qu'il avait vécue. En voyant le loup étendu, le garçon tomba à genoux à côté de lui dans la neige et serra dans ses bras l'énorme tête hirsute, sans craindre le sang. « Il m'a sauvé, papy Jean-Pierre. Il m'a sauvé » pleurait l'enfant, et ses larmes tombaient sur la fourrure rêche, se mêlant au sang. Sarma ouvrit les yeux. Son regard trouble se fixa sur le visage du garçon, et il lécha faiblement, à peine perceptiblement, la joue salée de larmes. Il était vivant, brisé, saignant, mais son esprit n'était pas brisé. Jean-Pierre leva la tête vers le ciel, où, à travers les déchirures des nuages, commençaient à poindre des étoiles indifférentes, et il jura que si Sarma survivait, plus personne, jamais, n'oserait lui faire de mal. Cette nuit-là, dans le ravin enneigé, sur le sang et les larmes, une famille était née. Étrange, anormale aux yeux du monde, mais la plus solide qui soit. Un vieil homme, un enfant et un loup, prêts à mourir les uns pour les autres.
L'écho des coups de feu qui avaient effrayé le sanglier résonna longtemps dans les ravins, se répercutant sur les rochers gelés. Mais il n'apporta pas seulement le silence, il amena aussi des gens. Les premiers à arriver au bord du précipice, essoufflés, furent les hommes du village, menés par le garde-chasse Stéphane. Ils avaient entendu la canonnade et, oubliant leur peur, s'étaient précipités à l'aide, guidés par l'ancienne loi de la campagne, ne jamais abandonner un homme en difficulté. Ce qu'ils virent en bas, à la lumière de la lune, les fit baisser leurs fusils et enlever leurs chapeaux. Le vieux Jean-Pierre, à genoux dans la neige, le petit Léo, vivant et indemne, et un énorme loup ensanglanté dont la tête reposait sur les genoux de l'enfant. La neige tout autour était piétinée par les traces monstrueuses du sanglier, et même le plus stupide comprit ce qui s'était passé. « Seigneur Jésus », murmura Stéphane en se signant. Il l'a protégé de son propre corps. Une bête a protégé un enfant. Les rumeurs sur le diable moururent à cet instant même, remplacées par un murmure respectueux. Mais ce moment d'unité fut brutalement déchiré par un rugissement de moteur. Nicolas Vidal, comprenant que son plan avec les chiens avait échoué et entendant les voix des villageois, décida de jouer son va-tout. Sa Jeep noire, semblable à un scarabée de fer, sortit de la forêt pour atteindre les rives de la Dordogne, qui coulaient non loin du ravin. Vidal était fou de rage. Il avait perdu ses meilleurs chiens. Le temps lui manquait, et avec lui sa vie, mise en jeu par ses créanciers. Il vit le groupe de personnes près du ravin et, aveuglé par la fureur, il fit demi-tour pour couper le chemin de Jean-Pierre vers le village, pensant qu'il pourrait prendre le loup par la force ou la menace maintenant qu'il était blessé et faible. « Arrêtez !» hurla Vidal, se penchant par la fenêtre de la Jeep et brandissant un pistolet. Son visage était déformé, la cicatrice sur sa joue était devenue pourpre. « Le loup est à moi. Quiconque le touche, je le descends comme un chien. » Il ressemblait à un rat acculé, prêt à mordre n'importe qui. Mais la nature, qu'il méprisait tant, lui avait préparé sa propre réponse. Le printemps, cette année-là, était précoce et perfide. La glace sur la Dordogne, d'apparence solide, mais minée par en dessous par des courants plus chauds, s'était déjà transformée en un piège mortel, ce que les locaux appelaient un miroir pourri. Vidal, citadin habitué à ce que le monde se plie sous ses roues, ne le savait pas. En essayant de s'approcher du groupe, il tourna brusquement le volant et s'engagea sur la surface gelée de la rivière. On entendit un bruit semblable à un coup de canon. C'était la carapace principale de glace qui se brisait. Le lourd 4x4 resta suspendu un instant, puis les roues arrière passèrent à travers l'eau. Vidal accéléra, espérant passer, mais ce fut son erreur fatale. La glace sous les roues avant céda également, et la voiture, avec un lourd plongeon, commença à s'enfoncer dans l'eau noire et glacée. Vidal réussit à sauter de l'habitacle à la dernière seconde, mais en glissant sur le bord mouillé, il tomba directement dans le trou. Ses cris de fureur se transformèrent en hurlements de terreur. Le courant le saisit, l'entraînant sous la glace. Il s'agrippait des doigts au bord glissant, se cassant les ongles. Sa veste coûteuse, trempée, le tirait vers le fond comme une pierre. « Aidez-moi ! Au secours !» criait-il. Et dans cette voix, il ne restait rien de l'ancien maître de la situation, seulement la peur animale de la mort. Son homme de main, casseur d'os, et les autres mercenaires restèrent sur la rive, n'osant pas s'aventurer sur la glace traîtresse. Ils étaient courageux quand il s'agissait de frapper les faibles. Mais face aux éléments, leur bravoure s'était évaporée. Stéphane et les hommes du village se précipitèrent vers la rivière, mais la glace sous leurs pieds commença à craquer de manière menaçante à seulement 5 mètres de la rive. « On ne peut pas y aller !» cria le garde-chasse. « On va tous y passer. Il faut une corde. » Jean-Pierre avait une longue corde dans son traîneau, mais la lancer à une telle distance était impossible, et s'approcher signifiait mourir soi-même sans sauver le naufragé. Vidal s'affaiblissait à vue d'œil, le froid paralysant ses mouvements. Sa tête disparaissait de temps en temps sous l'eau. Il semblait que le destin avait rendu son juste verdict. Jean-Pierre regarda l'homme qui avait voulu brûler sa maison et tuer son ami. La rancune bouillait dans son cœur, mais il se souvint des paroles de Monique. « Ce n'est pas à nous de juger, mon Jean. La mort est une solution trop simple. » Il attrapa la corde, fit un nœud coulant, mais comprit que ses vieilles mains ne la lanceraient pas assez loin. C'est alors qu'il sentit une poussée contre sa hanche. S'arma. Le loup se tenait à côté de lui, chancelant à cause de la perte de sang, mais ses yeux brillaient d'une lumière claire et calme.
Il regardait Vidal qui se débattait, non pas avec haine, mais avec une sorte de compréhension supérieure. Le loup s'approcha de Jean-Pierre et prit le bout de la corde entre ses dents. Il avait compris, il avait tout compris sans un mot. La glace, qui n'aurait pas supporté le poids d'un homme, pourrait supporter le poids d'une bête rampant sur le ventre. « Tu n'es pas obligé, mon frère, » murmura Jean-Pierre en regardant le loup dans les yeux. « Il t'a torturé. C'est ton ennemi. » Mais Sarma se contenta de serrer plus fort la corde entre ses dents et de la tirer en direction de la rivière. C'était le choix d'une créature dont l'âme s'avérait plus grande et plus pure que celle d'un homme. Sarma posa une patte sur la glace. Il ne marchait pas. Il rampait, pressant tout son corps contre la surface froide, répartissant son poids comme la vie dans la nature le lui avait appris. Chaque mouvement lui causait une douleur infernale. Les blessures infligées par le sanglier le brûlaient comme du feu, mais il rampait obstinément, mètre après mètre. Les gens sur la rive se figèrent, n'osant même plus respirer. C'était une scène surréaliste. La victime rampait pour sauver son bourreau. Vidal, en voyant le museau du loup s'approcher, recula d'abord, pensant que la bête venait l'achever. « Non, ne me touche pas » haleta-t-il en claquant des dents. Mais Sarma, arrivé au bord du trou, ne montra pas les crocs. Il s'arrêta à une distance de sécurité, là où la glace était encore solide, et poussa du nez la corde vers les mains de Vidal. Leurs regards se croisèrent. Dans les yeux de l'homme, il y avait de la terreur et de l'incrédulité, dans les yeux du loup, un calme glacial et une absence de pardon. À cet instant, quelque chose se brisa à l'intérieur de Vidal, quelque chose de plus dur que la glace. Il ne vit ni une bête, ni une machine à tuer, ni un actif financier. Il vit une âme, celle qu'il avait tenté de tuer, mais qui s'avérait immortelle. De ses mains tremblantes et bleuies, il saisit la corde. « Tirez !» ordonna Jean-Pierre, et une dizaine de paires de mains d'hommes sur la rive s'agrippèrent à l'autre bout de la corde. Sarma, sa mission accomplie, rampa prudemment en arrière, laissant des gouttes vermeilles sur la neige. On tira Vidal sur la rive, trempé, pitoyable, tremblant de froid ou de sanglots. Il gisait sur la neige, recroquevillé, et hurlait, non pas de douleur, mais de la prise de conscience de sa propre insignifiance. Casseur d'os tenta de s'approcher de son patron, mais Vidal le repoussa d'un geste, comme une mouche importune. Il leva la tête et regarda là où Jean-Pierre pansait la patte de Sarma. Le loup était couché calmement. Il ne regardait même pas en direction de l'ennemi qu'il venait de sauver. Pour lui, Vidal avait cessé d'exister en tant que menace. Il était devenu simplement une ombre mouillée du passé. Le garde-chasse Stéphane s'approcha de Vidal et, faisant claquer des menottes, déclara « Alors, citoyen ? La chasse est finie ? Pour tentative d'incendie, menace, et braconnage en bande organisée, vous allez en prendre pour un bon moment. » Vidal ne résista pas. Il murmura seulement, en regardant le loup, « Pourquoi ? Pourquoi ne m'a-t-il pas laissé crever ?» Jean-Pierre, entendant cela, se tourna et dit doucement, « Parce que lui, ce n'est pas vous. Les bêtes n'ont pas de méchanceté, seulement de la mémoire. Et maintenant, il a aussi un honneur que vous n'aurez jamais. » On emmena Vidal. Sa Jeep, après un dernier gargouillis, sombra définitivement, emportant avec elle son argent sale et ses ambitions. Le soleil se levait sur la rivière, colorant la glace d'un rose, la couleur de l'espoir. Sarma posa sa tête sur les genoux de Léo, qui caressait sa fourrure humide, et ferma les yeux. Le pire était passé. L'hiver, dans le Limousin, ne se retire qu'à contre-cœur, se défendant par des gelées nocturnes et des vents piquants. Mais même le gel éternel ne peut résister à la loi de la vie. Après cette nuit terrible sur la rivière, le temps sembla s'accélérer, et le printemps arriva à Saint-Martin-du-Lac, un printemps bruyant, retentissant, sentant la terre humide et la sève de bouleau. Le soleil, encore pâle et froid il y a peu, inondait maintenant généreusement la campagne d'or, transformant les congères en milliers de ruisseaux bavards qui couraient avec un joyeux murmure vers la Dordogne, lavant les traces de sang, de douleur et de bassesse humaine. Pour Jean-Pierre, ces jours furent un temps de triomphe silencieux de la justice. Nicolas Vidal avait disparu de leur vie aussi soudainement qu'il y était apparu. Il fut emmené en ville menottée, comme le racontait le garde-chasse Stéphane en passant prendre le café chez Jean-Pierre, les témoignages et les documents trouvés dans la Jeep allaient enfermer pour longtemps ce prétendu maître du monde dans des endroits où il n'y a ni Jeep ni chaîne en or. Le village, qui chuchotait encore récemment sur le vieux sorcier et son diable, avait maintenant changé d'avis.
Les gens, en croisant Jean-Pierre dans la rue, enlevaient respectueusement leurs casquettes, et les femmes du coin, celles-là même qui effrayaient les enfants avec le loup, laissaient maintenant discrètement des offrandes à son portail, un pot de crème fraîche, une douzaine d'œufs ou une tourte aux myrtilles. Un paiement silencieux mais sincère pour avoir sauvé le petit Léo et les avoir débarrassés des bandits. Mais le plus grand miracle de ce printemps fut la guérison de Sarma. Les blessures infligées par le sanglier se refermaient lentement, laissant sur sa peau de nouvelles bandes de peau nue, semblables à des décorations militaires. Mais la force revenait à la bête à chaque bouffée d'air printanier. Maintenant, il ne restait plus couché toute la journée près du poêle. Il sortait dans la cour, offrant ses flancs au soleil et plissant les yeux en regardant les oies sauvages qui passaient dans le ciel, retournant chez elles. La maison de Jean-Pierre, qui avait été pendant de longues années un refuge de solitude, s'emplit de sons qui serraient le cœur du vieil homme d'une douce nostalgie, le bruit des pas d'un enfant et des rires. Léo était devenu un invité fréquent chez le chasseur. Il arrivait en courant après l'école, jetait son cartable dans un coin et passait des heures à s'occuper de Sarma. C'était étonnant d'observer ce duo. L'énorme prédateur balafré, capable de briser un os d'un coup de dent, se transformait en un énorme chiot en peluche à côté du garçon. Léo lui tressait des rubans dans la crinière, lui racontait les nouvelles de l'école, et Sarma écoutait, la tête penchée sur le côté, et parfois, il poussait doucement son nez humide dans la paume de l'enfant, réclamant une caresse. Même le chat Félix, ce cynique roux, s'était résigné au nouvel ordre des choses. Il ne sifflait plus après le loup, et parfois, lors des soirées particulièrement froides, il s'autorisait une audace inouïe, dormir blotti contre le flanc chaud de Sarma, créant une pelote vivante de fourrure rousse et grise. Un jour, alors que la neige dans la forêt avait presque entièrement fondu, révélant un tapis d'aiguilles de l'année passée et les premiers personnages, Jean-Pierre appela Sarma à le suivre. « Viens, mon grand, dit-il en enfilant sa vieille veste. On a une chose à faire, toi et moi. » Ils marchèrent lentement sur le sentier forestier, adaptant leurs pas l'un à l'autre. Le vieil homme aux genoux douloureux et le loup, boitant légèrement de la patte arrière. La forêt les accueillit comme de vieux amis, avec le bruissement des cimes, le martèlement d'un pic vert et l'odeur de la liberté. Ils arrivèrent sur la rive élevée d'un lac secret du Massif central, où l'eau, libérée de la glace, brillait d'un bleu si intense que cela faisait mal aux yeux. Jean-Pierre s'assit sur un rocher chauffé par le soleil et appela le loup. Sarma s'approcha et posa sa tête sur ses genoux, un geste habituel, plein de confiance. Jean-Pierre sortit un couteau de sa poche, mais pas pour blesser. Il souleva délicatement le large collier de cuir qui était resté tout ce temps au cou du loup. Ce même collier que Vidal lui avait mis. Le symbole de l'esclavage et de l'humiliation. Le cuir grinça et céda. Le collier tomba sur les pierres comme un serpent mort et lourd. Jean-Pierre le ramassa, prit son élan et le jeta loin dans l'eau. L'objet lourd fit un plouf et disparut dans les profondeurs, enterrant à jamais le passé. « Tu es libre, Sarma, dit doucement Jean-Pierre, en regardant dans les yeux d'ambre de la bête. La forêt, c'est ta maison. Ta meute est là-bas, ta nature est là-bas. Tu ne dois rien à personne. Ni à moi, ni à Léo, ni aux hommes. Va. » Il désigna de la main la vaste forêt qui s'étendait jusqu'à l'horizon. C'était le moment de vérité, l'acte le plus terrible et le plus honnête de la vie du chasseur. Il laissait partir le seul être qui le comprenait sans mots, parce qu'aimer, c'est donner la liberté. Sarma regarda la forêt. Le vent apporta les odeurs du gibier, les odeurs des sentiers qu'il n'avait pas encore parcourus, les odeurs d'une vie pleine de danger et d'exaltation. Ses narines frémirent, ses oreilles se dressèrent. Le loup fit quelques pas en direction du taillis. Il s'arrêta à la frontière de la lumière et de l'ombre, là où finissait le pouvoir de l'homme et où commençait celui de la nature. Jean-Pierre retint son souffle, sentant un vide glacial grandir dans sa poitrine. Il était prêt à accepter ce choix. Il était prêt à rester seul, sachant qu'il avait fait ce qui était juste. Sarma resta longtemps immobile, écoutant l'appel de ses ancêtres, puis il se retourna. Il regarda la silhouette voûtée du vieil homme assis sur le rocher, solitaire et si familier. Il se souvint de la chaleur du poêle, du goût du pain donné par la main de l'homme, du rire du garçon et de ce fil invisible qui les avait liés dans la tempête de neige. Le loup renifla, comme s'il se moquait de la stupidité de ce choix, fit demi-tour et courut en arrière. Il ne s'approcha pas simplement, il se jeta tête baissée contre la poitrine de Jean-Pierre, manquant de le faire tomber du rocher, et se mit à lui lécher le visage de sa langue rugueuse, gémissant joyeusement, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Imbécile.
riait Jean-Pierre en serrant le cou de la bête, et des larmes coulaient sur ses joues, des larmes dont il n'avait pas honte. Quel imbécile tu fais! Mais tu es mon imbécile. Sarma n'avait pas choisi la liberté du corps, il avait choisi la liberté du cœur, être là où il était aimé. Le soir, ils étaient assis tous les trois sur le perron de la maison. Jean-Pierre fumait sa pipe, lançant des ronds de fumée dans le ciel rose. Léo essayait d'apprendre à Félix à s'asseoir sur commande, sans succès, bien sûr, et Sarma était couché à leurs pieds, gardant ce petit monde fragile. Le soleil se couchait derrière les collines, peignant tout ce qui les entourait de tons doux et chauds. La campagne bruissait autour d'eux, mais ce bruit n'était plus menaçant. C'était une berceuse. Jean-Pierre regarda ses mains, le profil du garçon, la puissance tranquille du loup et comprit que, pour la première fois depuis de nombreuses années, il n'attendait pas le lendemain avec angoisse. La vie, qui semblait décliner vers son crépuscule, avait soudain trouvé un nouveau sens. Il comprit que les cicatrices ne sont pas seulement le souvenir de la douleur, mais la carte qui les avait menés les uns aux autres. Et tant qu'il y a dans ce monde quelqu'un prêt à partager le silence avec vous, ni l'hiver, ni la tempête, ni la solitude n'ont de pouvoir. Deux vieux loups, l'un sous une forme humaine, l'autre sous une forme animale, avaient trouvé leur havre de paix. Et c'était la meilleure chose que cette terre rude mais juste du Limousin pouvait leur offrir.